Bonjour à toutes et à tous, alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous tenez le coup dans cette chaleur un peu difficile, enfin moi j'aime pas du tout, donc bon, j'espère que si vous êtes comme moi, vous tenez le choc. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un nouveau cycle, donc aborder le cycle entre Uranus et Pluton. Alors c'est un cycle qui est un cycle dit fondamental, qui a une durée de 127 ans environ. Le cycle dans lequel nous nous trouvons au moment où je vous parle, donc en 2022, a démarré en 1965 et va s'achever en 2092. C'est un cycle qui se situe, ou qui, on va dire, qui travaille dans le signe de la Vierge. Alors actuellement, en 2022, on approche du trigone, c'est pas mal ça, qui va s'étendre en fait de l'année 2026 à l'année 2028. Pour vous donner une idée un peu générale de ce que porte un cycle Uranus-Pluton, en fait, c'est un cycle qui va représenter un changement culturel révolutionnaire, radical, et aussi une innovation technologique qui est là pour transformer la société. Donc comme on l'a déjà vu sur d'autres audios, Uranus c'est quoi? Uranus c'est entre autres l'archétype de la révolution, l'archétype de la liberté. Mais en fait ici on est sur une énergie qui est associée à des ruptures, à des percées inattendues, des idées innovantes. Et Pluton, quant à elle, en tant qu'énergie, représente ici la transformation, l'évolution. Maintenant, c'est toujours une transformation et une évolution qui sont associées à ce que moi j'appelle l'ombre collective, au mouvement de masse et aussi à la course au pouvoir. Alors, comme je l'ai évoqué aussi sur les précédents audios astro-historiques, en fait, quand on parle de cycle planétaire entre deux planètes, en fait, on parle ici de conjonction, c'est-à-dire que tout cycle planétaire démarre par une conjonction. Donc les deux planètes sont, on va dire, côte à côte, ou en tout cas dans le même signe. Alors, il est vrai aussi que les révolutions qui se produisent sous le cycle Uranus-Pluton ne sont pas uniquement politiques et sociales, mais aussi religieuses, artistiques et culturelles. Et quand on parle de conjonction ici, on est sur des périodes, comme je viens de le dire, où de nouvelles idées, de nouveaux potentiels font irruption dans la conscience essentiellement et viennent secouer la société sur ses fondations. Et en fait, ce phénomène vient forcer une, je dirais, inévitable réaction et de fait engendre au final un changement. Donc évidemment, les choses ne se passent pas uniquement pendant la conjonction des deux planètes. Au niveau de la conjonction, comme je viens de le dire, c'est l'émergence. Après, tous ces nouveaux mouvements, ces nouveaux projets qui ont été initiés lors de la conjonction vont être développés et quelque part aussi mis au défi au fur et à mesure que le cycle se déroule. Donc comme vous le voyez, ce processus crée un changement social, permet aussi à la société d'évoluer, à l'humanité d'évoluer au fil du temps, encore une fois, et très souvent avec des conséquences forcément inattendues et imprévisibles. On n'oublie pas qu'Uranus est dans la course. Donc ici, le meilleur comme le pire de ce que nous sommes capables de faire et d'être sont mis en lumière. Donc c'est un processus qui est à la fois libérateur, mais aussi pas toujours très confortable. Alors, Uranus, Pluton, côte à côte, encore une fois, puis ensuite, lorsqu'ils vont se détacher et évoluer dans leur cycle, ne signifie pas automatiquement le changement vers l'avant. Parfois, il peut s'écouler des décennies avant de constater des résultats. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que souvent dans ce cycle, quand on regarde les événements historiques, entre autres, on voit bien que on a parfois une société qui se scinde en deux. C'est-à-dire qu'une partie peut prendre un chemin et une autre partie va en prendre un autre. Donc la fameuse société à deux vitesses. Alors il faut bien se souvenir aussi que Uranus et Pluton sont deux énergies qui possèdent certaines caractéristiques
qui viennent créer ou qui suscitent la création de résistance et de conservatisme. C'est-à-dire que ces énergies peuvent en fait, je dirais, exacerber les peurs, nos peurs. J'allais dire les peurs des gens, mais c'est nous, donc nos peurs. Ça peut exacerber aussi la résistance au changement. Pourquoi? Parce que c'est des énergies qui ont tendance à faire planer une forme d'insécurité ou qui ont tendance à faire planer la notion de catastrophe. En fait, c'est comme si les énergies dites sociales, donc nous, le peuple, étaient détournées, j'ai envie de dire, grâce aux résistances d'Uranus. Il y a deux exemples, moi, qui m'ont interpellée lors de mes lectures, c'est la Première Guerre mondiale et le début des guerres napoléoniennes. Ces deux périodes qui ont comme ça capturé les énergies populaires naissantes, et ces énergies populaires, en fait, sont devenues dangereuses pour l'ordre établi, pour les élites. Maintenant, il est vrai que les influences d'Uranus et de Pluton conjuguées ne sont pas très simples ni claires. Ce que je veux dire par là, c'est que il est vraiment ici question de force, et de forces qui peuvent être incontrôlables, en tout cas qui peuvent le devenir. Ce que je veux dire aussi, c'est que l'énergie des révolutions qui sont initiées ou qui se déroulent durant ce cycle peut souvent se transformer en chaos. Et là aussi, j'ai remarqué que c'est quelque chose qui peut conduire à recréer sous une nouvelle forme ce qui a été au préalablement détruit. Par exemple, l'exécution de Louis XVI a laissé la place au couronnement de Napoléon empereur en 1799, et la mort en Russie du tsar Nikolai en 1917 a conduit à la montée de Staline en 1924. Donc on voit ici que quelque part la leçon entre guillemets historique montre que si ou quand les forces de changement, donc uraniennes, sont bloquées, elles peuvent devenir incontrôlables, sauvages si vous préférez. Et tout ça conduit à l'excès et à des réactions conséquentes en donnant le pouvoir à des personnages, on va dire, historiques, parce que pour nous maintenant, derrière c'est historique, qui en fait profitent de nouveau de la situation. Si on remonte aux conjonctions antérieures à la nôtre, on peut remonter, alors pas trop loin dans le temps non plus, parce que j'ai pas envie de vous enquiquiner, on va remonter au XVe siècle, à la conjonction qui a eu lieu autour de 1455-1456, parce qu'ici on trouve le début de la révolution de l'imprimerie, lorsque la Bible de Gutenberg a été publiée, en 1455. À partir de là, l'imprimerie a pu propager de nouvelles idées, de nouvelles informations, des informations tout court d'ailleurs. Et quelque part, elle est devenue la force motrice de nombreuses révolutions ultérieures, telles que la Réforme et les Lumières. Alors durant ce cycle, justement, j'ai noté que durant le carré entre Uranus et Pluton, donc carré qui est quand même l'aspect le plus dur existant entre deux planètes, on retrouve en Grande-Bretagne, en Europe en général, et aussi donc ce qu'on appelait donc les Amériques avant, énormément de procès pour sorcellerie. Les procès de sorcellerie ont culminé entre 1560 et 1630. Ils se sont terminés dans le cycle suivant, c'est vous dire. Ensuite, lorsqu'on arrive sur la conjonction de 1597-98, donc la fin du XVIe siècle, ici on constate la fin de l'ère élisabéthaine et de la monarchie Tudor. On remarque également que William Shakespeare a écrit quelques pièces, Kepler et Galilée se sont appuyés sur les travaux de Copernic, et la révolution scientifique a pris son envol avec notamment l'invention du télescope. C'est un cycle qui voit également Descartes rédiger son fameux discours sur la méthode en 1637, également le principe de philosophie en 1644. Ici, il va donner naissance à l'âge de raison, mais qui a vraiment décollé dans le cycle suivant au XVIIIe siècle.
Ensuite, la conjonction suivante, qui est plus proche de nous, a eu lieu en 1710-1711. Alors ici, nous sommes on va dire, aux prémices de la révolution industrielle, avec la première machine à vapeur et la première utilisation du charbon pour la fusion du fer. Nous avons les fameuses lumières aussi qui sont arrivées, et en fait les idées qui ont émergé lors du cycle précédent sur le pouvoir de l'individu, le besoin de liberté, ont pu exploser en popularité. Donc à partir de là, c'est vrai que les gens ont remis en question le droit divin de gouverner, côté monarque, et tentaient de repousser de plus en plus le pouvoir qui était quand même extrêmement présent de l'Église. Et c'est d'ailleurs à la moitié de ce cycle, donc pendant l'opposition Uranus-Pluton, qui a eu lieu entre 1792 et 1794, que la Révolution française a éclaté. Cette Révolution française a suscité ce que j'appellerais des appels à abolir l'esclavage, notamment j'ai trouvé au Danemark, ensuite dans les colonies françaises. Et ce mouvement, en fait, a été très inspirant dans la poursuite de cette lutte pour la liberté individuelle. Lors de la conjonction suivante, donc en plein milieu du XIXe siècle, entre 1850-1851, ici montre que nous sommes toujours en pleine révolution industrielle. Les machines commencent à prendre le relais de l'humain. Côté révolution, alors c'est une conjonction, je dis bien conjonction, pas cycle, c'est une conjonction qui a coïncidé avec une vague de révolution, de rébellion en Europe autour de 1848-1849, aussi en Chine, au Japon et en Inde. Là, visiblement, le but c'était de mettre fin, en tout cas d'essayer de mettre fin à l'ordre traditionnel de ces sociétés. Ici, on a des peuples qui souhaitaient l'indépendance nationale et cherchaient en fait à renverser les gouvernements par le biais de mouvements politiques, la plupart du temps assez radicaux. Alors ensuite, qui dit industrie dit capitalisme, et la classe moyenne, je dirais plus, si ce n'est élitiste, donc a en quelque sorte ajouté du carburant à cette révolution industrielle et à la propagation des idées capitalistes. Et du coup, cette nouvelle société dite industrielle, d'une certaine manière, a remplacé une tyrannie précédente, c'est-à-dire que les anciens serfs, S-E-R-F-S, ont été supplantés par, je cite, une sous-classe de travailleurs. Donc ici, action-réaction, ce système industriel déshumanisant en fait a donné lieu à des soulèvements socialistes, à la revendication d'égalité. Alors on retrouve deux fers de lance qui ont été Marx et Engels, qui ont publié le Manifeste communiste en 1848. Et maintenant, si on arrive dans le cycle actuel, donc qui a démarré en 1965, on trouve le mouvement hippie, le Flower Power, le Peace and Love. Et c'est vrai que c'est je vais appeler ça un mouvement qui a été quand même le catalyseur de nombreux autres mouvements émergents qui étaient déjà en préparation depuis la fin du 19e siècle, depuis les années 1890. Doucement mais sûrement, l'éveil spirituel, l'éveil conceptuel, doucement mais sûrement, la conscience écologique, le mouvement pour les droits des femmes, les droits des minorités, les droits de l'homme tout court d'ailleurs, les changements en termes d'alimentation et de mode de vie. Et comme on sait que quand on parle de cycle, déjà je voulais expliquer, les choses ne se font pas en quelques années. Vous voyez, comme je l'ai dit, il faut parfois des décennies pour que les choses se mettent réellement en place, en tout cas avec des résultats probants. Et c'est vrai que même si beaucoup de femmes ont maintenant un emploi, ont quand même une forme de pouvoir, l'intégration des valeurs féminines dans la société est encore très lente, voire trop lente.
Même chose du côté de la croissance de la conscience et du ou des changements de mode de vie. Oui, c'est des paramètres qui se sont glissés au sein de la société, mais seulement dans la mesure où ils sont quand même maintenus sous un angle confortable et assez personnel, quand même un peu égotique. En fait, les réelles implications sociales ou sociétales, les véritables buts, la finalité, on n'est pas encore dedans, c'est-à-dire que ça n'a pas encore vu le jour. Maintenant, bien évidemment, on en est quand même plus proche aujourd'hui qu'il y a 30 ans en arrière. Donc pour résumer, je dirais que ce n'est pas pour rien que le cycle Uranus-Pluton est appelé le cycle de la révolution. Parce qu'encore une fois, il représente la montée et le développement de mouvements révolutionnaires et son impact sur la société. Et comme on l'a vu, lorsqu'une conjonction se met en place, les pouvoirs de la société sont ébranlés jusqu'à leurs racines, en fait, jusqu'à leur fondement. Donc on voit souvent un nouveau mouvement révolutionnaire qui est déclenché, qui peut être infructueux au départ, mais qui va en fait influencer toutes les révolutions futures. Et c'est en général au moment de l'opposition, donc au milieu du cycle, que, je dirais, arrive l'apogée du mouvement qui peut durer jusqu'à une génération entière. Donc pour conclure, je dirais que le combat n'est pas terminé. Les graines qui ont en fait été plantées à la conjonction dans les années 60 porteront leurs fruits en tout état de cause lors de l'opposition dans les années 2040. Donc ce qui va se passer dépendra en grande partie de nous. Alors ce trigone qui va se mettre en place en 2026 sera formé techniquement entre un Uranus en Gémeaux et un Pluton dans le signe du Verseau. On va avoir Neptune qui sera sextile à la fois pour Uranus et Pluton. Et Saturne sera également de la partie lorsqu'il va ouvrir un nouveau cycle entre 2025-2026 avec Neptune. Donc ça, j'y viendrai, je pense, la prochaine fois, voir quelles informations on peut trouver dans notre passé. Mais en attendant, je dirais que le but des alignements Uranus-Pluton, c'est de nous éveiller à notre pouvoir. Ces alignements nous montrent comment nous créons notre propre avenir avec et dans les choix que nous faisons, mais aussi comment certaines impulsions inconscientes, Neptune, peuvent saboter le processus. Et comme la pensée est génératrice d'énergie, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous retrouve donc très bientôt pour, comme je viens de vous le dire, très sûrement une petite analyse, une petite synthèse, un petit peu dans le même style, entre Saturne et Neptune, donc avec cette conjonction, donc ce nouveau cycle à venir dans quelques années. Le temps passe vite, donc nous y sommes presque. Voilà, je vous dis à très vite.